3, 2, 1. Here we go! Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'été de 100% Health Tech, le live de France Biotech que vous pourrez retrouver évidemment sur tous les réseaux de France Biotech un petit peu plus tard et puis en replay bien sûr. Secteur toujours innovant, agile, on se régale à chaque fois dans cette émission. Secteur qu'il ne faudrait quand même pas affaiblir dans le contexte politique que l'on connaît. Acteurs de la health tech, gardons le cap. Voilà l'appel que viendra lancer dans un instant Frédéric Girard, le président de votre association de référence, l'association France Biotech. Et vous en aurez la preuve ensuite avec Parole d'entrepreneurs, avec de belles entreprises telles iLife qui propose un système d'implant pour remplacer la valve mitrale sans opération à cœur ouvert. Et puis une autre boîte exceptionnelle aussi, Steminov, qui combat les infections pulmonaires graves grâce aux cellules souches. Une filière qui s'organise pour coller aux grands enjeux. Ainsi, France Biotech est une nouvelle fois à la croisée des chemins. On va revenir sur la task force lancée il y a un an, dédiée à l'anatomopathologie. Une filière numérique d'excellence va naître, ce sera le focus. On viendra aussi sur les propositions de France Biotech pour le grand défi robotique et implant, et puis la task force environnement aussi. France Biotech aux côtés de la filière de bioproduction de biomédicaments. Il y aura une journée nationale, ce sera vendredi en fin de semaine. Filière conquérante, ainsi la Montpelliéraine Silcare spécialisée dans les troubles auditifs vient de conclure un partenariat avec un groupe japonais. Et on se demandera d'ailleurs si 2024 n'est pas l'année des partenariats, ce sera le décryptage. Et puis, la petite sœur de Parole d'entrepreneurs, Parole d'investisseurs, nous serons avec Geito, fonds de private equity, un exemple vivant de la dynamique de l'écosystème français. Rendez-vous d'ailleurs juste après avec Biotech Finance, vous le savez, rendez-vous qu'on adore avec Jacques-Bernard Stast, pour revenir sur les faits marquants de l'actualité des biotech françaises, les levées de fonds. Voilà un menu encore très dense, très riche, et pour démarrer évidemment, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 3000. 3000 comme les 3000 entreprises biotech et numériques en santé qui œuvrent sans relâche avec leurs équipes pour améliorer la vie des patients. Bonsoir Frédéric Girard. Bonsoir Fabrice. Frédéric Girard, le président de France Biotech. Et ce soir, vous venez lancer un appel ici dans cette émission 100% Health Tech, cette émission qu'on a le plaisir de présenter tous les 2 mois. Acteurs de la Health Tech, gardons le cap. Entrepreneurs, collaborateurs, investisseurs, experts de la health tech française, veillons collectivement à ce que notre filière, forte de 30 ans d'une croissance sans précédent, conserve sa dynamique. C'est le contexte politique incertain du moment qui vous fait réagir, Frédéric ? Complètement Fabrice. J'ai signé cette tribune qui a été publiée dans la presse quotidienne régionale. Parce que la situation nous semblait effectivement suffisamment sérieuse pour qu'on rappelle à nos entreprises, à nos partenaires, à la fois le dynamisme de notre secteur, mais également sa grande fragilité. Vous l'avez dit, il s'est développé rapidement, et il travaille sur la santé de demain, mais ça reste un secteur qui est fragile parce que les temps sont longs, parce que les besoins en financement sont importants. Et il nous semblait important de rappeler à nos équipes que voter était quelque chose de très important. C'est une tribune qui se veut apolitique, ça n'est pas à nous de recommander l'un ou l'autre des partis. Par contre, il nous semblait très important de rappeler des fondamentaux, si vous voulez, qui alimentent notre secteur, qui a bénéficié d'un ensemble de plans ces dernières années, mais on a besoin que continue un certain nombre de choses. L'accès au financement, que ce soit les subventions publiques, les financements privés, une fiscalité favorable avec le crédit impôt recherche et des procédures d'accès au marché relativement simples. On a besoin que soient réussies les grandes réformes réglementaires qui finalement encadrent le développement des produits en France mais également en Europe. Donc on a besoin d'une France forte en Europe. On a besoin
d'un secteur qui attire des talents. Ces talents, ils sont divers, ils sont parfois internationaux, et on a besoin que nos entreprises puissent se projeter à l'international. Frédéric Gérard, on le raconte à chaque fois dans ce numéro de 100% Health Tech, c'est un secteur extrêmement innovant, agile. Hein. On a choisi ce chiffre de 3000, mais on aurait pu dire aussi que France Biotech et tout ce secteur, c'est plus de 60 000 emplois. On parle de 180 000 emplois d'ici 2030. Et ça concerne des emplois tous azimuts, en région souvent, hein, plus de la moitié c'est en région, avec un potentiel multitâche. Je pourrais parler de start-up, de TPE, de PME, de petites molécules à visée curative, de thérapie cellulaire, d'IA, de diagnostic. Enfin bon, la palette, elle est immense. Oui, alors vous avez déjà dit l'essentiel, je voudrais insister sur quelques chiffres. Effectivement, c'est d'abord la croissance du nombre d'entreprises. On a cette année plus de biotech, on a 850 entreprises au total, on a 20 nouvelles entreprises nettes en 2023. Vous me direz 20, c'est pas beaucoup, mais c'est 20 médicaments qui vont pouvoir peut-être répondre à des besoins totalement insatisfaits. On a 450 entreprises dans le domaine de la e-santé, c'est 2 fois plus qu'en 2019. Donc secteur très dynamique, un secteur qui investit en recherche, 1,3 milliard d'euros d'investissement en recherche. Vous avez parlé des chiffres de l'emploi. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que c'est un secteur qui a recruté, qui s'est développé, qui a fait plus 20% par rapport à 2023. Et puis les promesses sont larges. Quand on regarde par exemple les biotech, il y a un quart des biotech qui promettent de traiter des maladies, de guérir des patients. Il y a un quart des medtech qui travaillent sur l'amélioration du handicap des patients. Donc des propositions de valeur particulièrement attractives. Écosystème extrêmement foisonnant, dynamique, qu'il faut encourager au travers de synergies aussi. Ça, c'est un point sur lequel vous insistez, vous, Frédéric Gérard. C'est toute la force de France Biotech. C'est d'avoir cette transversalité technologique. C'est-à-dire qu'on a parmi nos adhérents des startups qui développent des médicaments, des startups qui développent des dispositifs médicaux, des dispositifs médico-diagnostiques, des startups qui développent des solutions numériques. Et la prise en charge du patient demain, mais même déjà aujourd'hui, fera appel à ces 4 types de produits. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une plus grande porosité entre les familles technologiques. Plus de prédictifs, hein, plus de médecine personnalisée. Et vraiment, soyons heureux à chaque fois de penser que la France jouit désormais d'un des écosystèmes d'intelligence artificielle en santé les plus effervescents en Europe. Mais, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est la rencontre entre 2 domaine d'expertise de la France, celui des sciences de la vie, on a de très bons médecins, de très bons biologistes, et celui des sciences dures. On a d'excellents mathématiciens, d'excellents physiciens. Ce qui est important, c'est qu'on les garde chez nous. Et donc forcément, la rencontre de ces 2 spécialités fait qu'on a un secteur d'intelligence artificielle très dynamique et également très large. Il va contribuer à développer des médicaments plus vite, il va contribuer à mieux prendre en charge les patients dans le parcours de santé. Bon, vous restez avec nous, Frédéric Gérard, voilà pour cet appel qui a été lancé donc en préambule de cette émission. Je dis vous restez avec nous parce qu'on va évoquer une journée importante donc, qui se tiendra ce vendredi 5 juillet. A tout de suite. Soyons fiers, et on le disait il y a quelques instants avec Frédéric Gérard, de cette filière innovante de la santé, constituée notamment de la production de biomédicaments. Voilà, comment renforcer cet écosystème? Journée importante, ce sera ce vendredi, donc à la fin de la semaine, vendredi 5 juillet, la journée nationale de la bioproduction et des biomédicaments organisée par France Biolide. C'est la première édition. Et on en parle avec vous, Laurent Laferrère. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Laferrère, directeur général de France Biolide. Il y a également Mathieu de Kalbermatten. Bonsoir. On va vous passer le micro. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le CEO de Cell Protera. À vos côtés, Frédéric Girard, qu'on représente, le président de France Biotech. Et puis un petit peu plus loin, dans le sud de la France, on est dans le Gard, à Alès. Voici Herbert Guédecbé. Bonsoir Herbert. Bonsoir à tous.
Bonsoir, vous êtes le directeur général du LFB Biomanufacturing installé justement à Alès. On viendra dans un instant puisque vous êtes un exemple vivant de cette filière qui grandit, qui grossit avec votre usine qui va quasiment doubler de taille. On va en parler dans un instant. Tiens, dites-moi un mot de chacun. Laurent Laferrère, France Biolite, qu'est-ce que c'est ? France Biolite est le représentant de la filière de la bioproduction de biomédicaments en France. Ça a été créé sous l'égide de l'État, mais aussi du comité stratégique de filière des industries et technologies de santé il y a 18 mois environ, avec pour mission de fédérer, pour structurer la filière, la mission également de piloter et accompagner cette filière et de la promouvoir. Et la Journée nationale de la bioproduction est un bon exemple de promotion de cette filière. Mathieu de Kalbermatten à la tête de Cell Protera. Alors c'est une biotech alsacienne à l'origine d'une thérapie innovante. Laquelle ? Alors on travaille sur des cellules souches pour régénérer le tissu cardiaque après un gros infarctus. Donc on a développé tout un procédé de fabrication, justement en travaillant sur la bioproduction pour pouvoir injecter ces cellules directement dans le muscle cardiaque et ainsi de pouvoir régénérer des zones complètement lésées. C'est exceptionnel parce qu'on dit que chaque patient devient quelque part producteur de son propre médicament. Oui, c'est ce qu'on appelle la thérapie autologue. Donc on prend le sang du patient lui-même, on isole les cellules d'intérêt, des cellules souches qui sont dans chacun d'entre nous. Et avec ça, avec le procédé de fabrication, on arrive à produire un produit qui est un médicament de thérapie innovante. Et c'est celui-là qui est injecté. Donc un patient, un produit, et c'est ce qui rend aussi justement la difficulté de la bioproduction, c'est de pouvoir arriver à avoir quelque chose d'accessible à tout un chacun et de ne pas avoir des coûts qui soient totalement délirants. Donc on n'a pas évidemment les économies d'échelle qu'on pourrait avoir sur des thérapies allogéniques. Vous allez nous en reparler, c'est juste extraordinaire et je trouve que cette journée, elle arrive parfaitement donc ce vendredi. Herbert, LFB Biomanufacturing, qu'est-ce que vous faites de beau là-bas à Alès dans le Gard ? Alors, encore une fois, bonjour à tous. Alors, nous, à LFB Biomanufacturing, nous sommes une filiale, la filiale CDMO du groupe LFB, qui est un groupe biopharmaceutique français, avec l'État comme actionnaire. Et ce groupe biopharmaceutique est spécialisé dans les thérapies à base de plasma. Et nous, notre filiale, nous sommes une CDMO qui est spécialisée dans la production d'anticorps monoclonaux et de protéines recombinantes. Alors, Laurent Laferrère, juste un mot quand même, on va faire un peu les biomédicaments pour les nuls, quelque part. Une courte définition de ce sont ces biomédicaments, qu'on comprenne bien. Très bien. Déjà, en fait, pour faire la différence entre un médicament et un médicament, en fait, c'est ce qu'on fabrique par synthèse chimique. Un biomédicament, à l'inverse, ça va être issu du vivant, issu de cellules, de bactéries. Et c'est par des procédés de biotechnologie, justement, qu'on va pouvoir générer ces nouveaux biomédicaments qui sont vraiment l'avenir en termes de thérapie. Il faut savoir que plus de 59% aujourd'hui des médicaments en développement sont des biomédicaments. C'est quoi les objectifs de cette journée nationale de la bioproduction et des biomédicaments, donc ce 5 juillet ? Alors déjà, en fait, durant cette journée, c'est l'opportunité de montrer que la filière de la bioproduction de biomédicaments, c'est crucial, en fait, à la fois pour notre santé d'aujourd'hui et pour notre santé de demain. Les objectifs, il y en a 3. Le premier, c'est de faire de la pédagogie sur ce que sont les biomédicaments et ce qu'est la bioproduction. Le deuxième objectif, c'est aussi de faire découvrir finalement tous nos industriels, toutes nos usines, tous les académiques, vraiment tous les acteurs de la filière de la bioproduction que l'on a sur notre territoire. Et le troisième, c'est aussi de faire de la promotion finalement à cette échelle nationale des métiers finalement et des formations que l'on peut avoir au sein de la filière. En quoi la bioproduction de biomédicaments, qui est l'un des 10 objectifs de France 2030, en quoi c'est stratégique, un enjeu stratégique pour la France ? Laurent, Frédéric, Mathieu, allez-y, prenez la parole. Allez-y, Frédéric Girard, le président de France Biotech. On est complètement dans les sujets de souveraineté sanitaire, en fait. Ouais. Alors, à l'échelle française, peut-être à l'échelle européenne, plus généralement. Et donc, on a bien vu dans la crise Covid, quand on est dépendant d'autres pays, on n'a pas la fluidité souhaitée dans l'approvisionnement des produits. Donc, c'est important de réussir, si vous voulez, cette filière bioproduction la France en France. Importe 95% des biomédicaments vendus sur son territoire. C'est un chiffre considérable. C'est pour ça qu'il est important
que les biotech, donc au départ en fait du développement, puissent travailler avec tout un écosystème fertile en France pour qu'elles fassent leur développement pharmaceutique, puis leur lot clinique, puis leurs produits commerciaux en France. Quand vous allez faire un développement pharmaceutique au bout du monde, en général, vous y faites votre développement pour les essais cliniques, puis vous y faites votre développement commercial, et donc c'est important de pouvoir travailler très en amont. Ouais, allez-y, Laurent Et Laferrière. juste pour compléter, effectivement, donc cette souveraineté sanitaire, finalement, ce qu'on recherche, c'est pour pouvoir l'avoir, il faut aussi avoir une souveraineté industrielle. Donc ça, c'est un point important. Et s'assurer que finalement, tout ce qui est développé en France sera produit commercialement en France. C'est vrai, de quoi manque la filière spécialement, donc Mathieu de Calber-Matten? Et je pense qu'il y a un manque de. Enfin, je crois, on a parlé de milliers de projets qui sont en cours de développement, d'essais cliniques à différents niveaux, et c'est quand même une technologie qui est assez nouvelle. Donc il y a un manque de capacité, il n'y a pas forcément suffisamment d'infrastructures. Quand vous dites manque de capacité, manque de machines pour fabriquer, par alors exemple, il y a plusieurs choses. À la fois, c'est les sites de production. Il y a des réglementations qui sont très sévères pour produire. Il faut avoir des salles blanches, il faut avoir des installations qui sont spécifiques justement pour la biothérapie. Ensuite, il faut avoir des outils. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils disponibles pour pouvoir déployer en large scale, comme on dit en bon français. Et puis, il y a aussi toute la logistique, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces thérapies autologues, qui sont celles qui sont les plus, aujourd'hui, qui sont, sauf erreur de ma part, celles qui sont approuvées aujourd'hui en grande quantité. Eh bien, il y a besoin de logistique, il faut pouvoir transporter le produit très rapidement, vein to vein, comme on dit, du patient au centre de production et du centre de production retour vers l'hôpital. Et ça manque. Nous, on a vécu, on a eu 10 ans de développement, on était assez pionniers dans ce domaine et on n'avait pas de choix, on avait très très peu de fournisseurs de ces genres de services. C'est toute la difficulté. Comment est-ce qu'on fait quand on produit un médicament par personne, quelque part Quelle logistique, quel prix? Et surtout dans un contexte, et Frédéric Girard nous le disait tout à l'heure dans le chiffre du jour, dans un contexte de médecine qui va être de plus en plus personnalisé, Mathieu. Oui, on a donc un gros challenge de ce côté-là, et c'est vrai que si on peut pas faire de scale-up, c'est-à-dire on peut pas produire des milliers de litres pour des milliers de patients, on doit produire 1 litre par patient, et donc il faut trouver d'autres technologies, des technologies ce qu'on appelle du scale-out, ou alors on peut faire un peu comme une baie de serveur, on va aller produire dans la même salle une centaine de produits pour une centaine de patients. Donc ça, c'est pas encore disponible. Pour ça, il faut avoir tout un développement technologique, il faut avoir des systèmes clos, parce qu'il y a une énorme difficulté, c'est la production en aseptie. Donc il y a encore beaucoup de travail, et si on arrive à avoir justement ces sociétés, ces compétences qui sont développées en France, alors on pourra être leader aussi dans ce domaine. Laurent Laferrière? Oui, alors je voulais rebondir sur ça parce qu'en fait, il faut voir que les biomédicaments, quand on parle de biomédicaments, il y a plusieurs familles de biomédicaments. Il y a des vaccins, il y a tout ce qui va être effectivement anticorps monoclonaux et tout ce qui va être thérapie cellulaire et génique. J'allais dire, le niveau de maturité, le niveau de capacité disponible n'est pas forcément le même en France partout. Et en tout cas pour ces biomédicaments. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte dynamique quand même pour avoir de plus de capacité. On a fait une croissance de plus de 60% en termes de capacité sur les 6 dernières années. Et quand on regarde en fait les chiffres en termes d'investissement au niveau des capacités sur les 3 dernières années, c'est plus de 2 milliards qui ont été investis, 2 milliards privés. Donc on voit effectivement qu'il y a une forte dynamique. Et j'en profite en fait pour passer le petit message pour dire, si vous cherchez effectivement des capacités, etc., n'hésitez pas. Il y a quelque chose qu'on a développé en collaboration effectivement avec les acteurs de la bioproduction qui s'appelle My Biologics Partner. C'est totalement gratuit, c'est un annuaire. Vous allez dessus, vous allez voir en fait ce dont il s'agit. Si vous cherchez en fait quelqu'un pour produire effectivement votre thérapie cellulaire, par exemple. N'hésitez pas, je suis sûr que vous trouverez. Et si vous ne trouvez pas, vous venez nous voir. France Et Biolide, avec France Biotech, on sera ravis aussi de collaborer pour faire avancer et accélérer les projets. Oui, juste un mot avant qu'on retrouve à Alès Herbert Guédégbé, justement, qui va nous expliquer comment cette filière se développe. Pourquoi vous êtes associé à cette journée, vous, Frédéric Girard? Mais si Comment vous voulez, vous distinguez de France Biolide? Très simplement, c'est-à-dire que nous sommes l'association professionnelle des entrepreneurs de la health tech. Donc on représente les biotech, les entrepreneurs de la biotech. Quelque part, nous sommes la demande en termes de bioproduction,
Et c'est exactement le discours que l'on a eu, avec les échanges qu'on a eus avec Laurent, et c'est là qu'est notre complémentarité. Nous, on est capable d'identifier les entrepreneurs qui recherchent des capacités de développement pharmaceutique et de bioproduction. C'est le rôle de notre commission biomédicaments, bioproduction. Et donc, on s'adresse à France Biolide, qui, de son côté, anime justement cet écosystème de bioproduction. Herbert Guédecbé, depuis Alès, dans le Gard, la filière française de production de médicaments biologiques, elle est en retard, elle veut monter en puissance. Et racontez-nous justement dans ce contexte comment vous venez de poser la première pierre d'un projet d'extension de votre usine de culture cellulaire. L'idée, c'est de doubler la capacité, c'est ça ? Absolument. Alors, la filière bioproduction, comme Laurent et Frédéric l'ont dit, elle s'accélère, et vraiment elle monte en puissance. Et Frédéric Laurent utilisait le terme de souveraineté sanitaire. Et absolument, cette première pierre, cette pose de la première pierre que nous avons faite le 14 juin dernier, s'inscrit dans cette question de souveraineté sanitaire, puisque la plupart, sinon la totalité de nos clients, sont des start-up et biotech françaises. Et les questions de capacité étant au cœur même de leur business model, il est important qu'ils puissent avoir en France les capacités, les compétences, les techniques, les technologies disponibles pour produire. Donc nous, à travers ce projet-là, qui a été dans le cadre d'un AAP, donc d'un mécanisme mis en place par l'État dans France 2030 et orchestré par la BPI et l'AIS, on a été lauréat de cet AAP-là, qui nous permet d'avoir une subvention pouvant aller à 6,7 millions d'euros au total pour un budget de 20 millions, qui nous permettra à la fois d'augmenter nos capacités. Donc on passera sur des bioréacteurs de 2000 litres, qui nous permettent d'avoir une capacité doublée. Il y aura également une extension de nos capacités de développement pour développer ces procédés-là, et puis s'en suivra une extension de nos services analytiques avec les techniques et également les laboratoires associés. Donc c'est vraiment mettre à disposition des acteurs de l'AFT, biotech, start-up, tous ceux dont ils ont besoin en France sur le territoire pour qu'ils n'aillent pas à l'étranger, parce qu'on sait qu'une molécule qui part à l'étranger, surtout en stade clinique, elle ne revient pas. Ah oui, vous allez doubler la capacité de production, doubler également le nombre de vos clients. Et également, la France, elle manque d'une offre de sous-traitance, clairement, Herbert ? Alors, je ne dirais pas qu'elle manque d'une offre de sous-traitance, je dirais plutôt qu'elle manque d'une offre de sous-traitance adaptée. Pourquoi ? Parce qu'on se souvient, à l'époque du Covid, l'offre de sous-traitance était saturée. On avait beaucoup plus de demandes que de disponibilité. En ce moment, je dirais que c'est un peu inversé. On a une demande qui est censée être croissance, mais on a beaucoup plus de disponibilité qui est présente aujourd'hui. Donc la question centrale, c'est à quel moment on s'assure d'avoir la bonne disponibilité. On parlait tout à l'heure de thérapie cellulaire. A-t-on suffisamment d'acteurs de sous-traitance qui sont sur ce corps de métier ? Moi, je suis plutôt, avec le LFB Biomanufacturing, nous sommes plutôt dans tout ce qui est protéines recombinantes et acteurs anticorps monoclonaux. Il n'y en a pas assez, ou en tout cas de taille pour les besoins des startups biotech, voire des mid-pharma qui en font besoin. Donc, c'est vraiment adapter cette offre de sous-traitance aux besoins et à la typologie surtout de ces besoins. En tout cas, vous nous le disiez, le projet représente 20 millions d'euros d'investissement avec France 2030 qui va en apporter presque 7. Juste d'un mot, que prévoit France 2030 dans le but de devenir comme ça, nous, la France, un leader en biothérapie, en bioproduction au niveau international Effectivement, on a la chance, dans le cadre de France 2030, d'avoir en fait une enveloppe de 800 millions d'euros dédiée à la bioproduction de biomédicaments. Ces 800 millions d'euros, bien évidemment, sont coordonnés et pilotés par l'Agence Innovation en Santé et par le SGPI dans le cadre de la stratégie biothérapie, bioproduction. Et nous travaillons en étroite collaboration avec sa coordinatrice et sa DG. Merci à tous les quatre. Merci Laurent Laferrère, donc directeur général de France Biolide, Frédéric Girard, président de France Biotech, Mathieu de Kalbermatten, le CEO de CellProthera. Vous verrez que le Grand Est est bien représenté ce soir dans l'émission. Et puis un petit peu plus au sud, en Occitanie, oui c'est ça, c'est en Occitanie, le Gard bien sûr. Alès, oui, Herbert Guédecbé, merci à vous d'être venu ce soir dans 100% Alstech, le live de France Biotech. Parole d'entrepreneur, premier rendez-vous, c'est à suivre.
100% Health le live de France Biotech avec un premier rendez-vous avec Parole d'entrepreneur. J'aime beaucoup ce rendez-vous extrêmement dynamique. Savez-vous que le choc septique est l'une des premières causes de mortalité lors d'une opération? Choc septique qui peut découler d'infections pulmonaires graves. Bienvenue Julie Hutin. Bonjour. Julie Hutin, la CEO de STEM Innov. Alors, je le disais, le Grand Est en force, et la Lorraine, tous les deux d'ailleurs, en force dans cette séquence, puisqu'en effet, votre entreprise, elle est née dans le giron de l'incubateur lorrain, et vous êtes basé à Vendeuvre-les-Nancy, juste à côté de Nancy. Je le disais, Julie, les infections pulmonaires graves, elles peuvent provoquer le choc septique qui constitue un risque mortel. On dit qu'une infection létale dans 40% des cas, et même là, c'est la première cause de mortalité dans les blocs de réanimation. On l'ignore parfois. Oui, tout à fait. C'est assez méconnu du grand public. C'est la première cause donc de mortalité en soins intensifs. Chez STEM Innov, on a une promesse thérapeutique vis-à-vis de ces patients qui, en première instance, ont une défaillance pulmonaire, qui s'orientent soit en choc septique, soit en syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'était le cas notamment des patients atteints de pathologies graves de la Covid. Et il n'existe à ce jour aucun traitement spécifique pour le choc septique ? Non. Uniquement une réanimation classique avec support d'organes, maintien de la pression artérielle, mais pour autant aucun traitement spécifique à ce jour. Alors c'est là où Julie Hutin, vous à la tête de STEM Innov, vous intervenez avec votre solution qui s'appelle WARTCEP. Vous combattez les infections pulmonaires graves grâce aux cellules souches. Alors comment ? Alors cette physiopathologie est extrêmement complexe, c'est pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de traitement spécifique. Aujourd'hui, on arrive avec une promesse thérapeutique et des cellules souches issues du cordon ombilical qui ont non pas une action, mais 3 actions complémentaires pour combattre ces infections. Elles ont d'une part des effets antibactériens, des effets de modulation de l'inflammation, et en troisième ressort, elles vont migrer vers les sites lésés, majoritairement les poumons, c'est pourquoi on va vers ces indications-là, pour avoir une action réparatrice des tissus lésés. Comment ça fonctionne concrètement, les cellules souches? Elles sont dans une poche congelée qu'on peut comme ça utiliser rapidement en cas d'urgence? Oui, tout à fait. En fait, on avait levé le verrou de la partie bioproduction et approvisionnement du candidat médicament. Donc, chez STEM Innov, on a une plateforme thérapeutique. Donc, on reçoit les cordons ombilicaux des maternités. On les amplifie suivant un procédé propre, donc aujourd'hui en bioréacteur sur microporteur, ce qui nous permet d'avoir de grandes quantités de cellules et de pouvoir, à partir d'un cordon, traiter de nombreux patients. Et donc, c'était tout l'enjeu, comme ça a été dit précédemment, d'une part, garder la qualité des cellules, avoir des meilleurs rendements pour diminuer le coût et donc avoir un médicament disponible sur étagère et immédiatement injectable à des patients en réanimation. Médicament immédiatement injectable pour sauver des vies. Alors ça, on l'a dit tout à l'heure, que le choc septique est la première cause de mortalité dans les blocs de réanimation. C'est aussi une énorme source de dépenses. Ça aussi, quelque part, c'est prévalu quelque part à la création de STEM Innov? Oui, tout à fait. Un patient en réanimation qui déclare un choc septique coûte 6 fois plus qu'un patient en réanimation classique. Les coûts associés sont extrêmement lourds. C'est plus de 24 milliards de dollars aux États-Unis chaque année. Ça touche touche vraiment un grand nombre de personnes, que ce soit pays en voie de développement ou pays États-Unis, Japon, Europe. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on s'est attelé à aller sur cette indication-là pour valider notre plateforme thérapeutique, puisqu'aujourd'hui, ces cellules sont utilisées dans de nombreux essais cliniques. Il y en a plus de 400 dans le monde. Et donc, dans des pathologies liées à l'inflammation, de par leurs propriétés, mais également des pathologies auto-immunes, lupus, sclérose en plaques, le diabète de type 1. Et donc, l'idée, c'est de produire pour nos propres essais cliniques, mais également de nouer des partenariats stratégiques dans d'autres indications sur lesquelles nous n'allons pas aller en propre. Où est-ce que vous en êtes de vos essais aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on est en entrée de phase 1B d'essais cliniques dans les pneumonie sévère qui s'oriente en SDRA ou choc septique. Et c'est dans ce cadre qu'on a eu la subvention. Oui, alors ça, c'est votre actualité. Je voulais absolument qu'on en parle, en effet. Ça date de quelques jours. Et on revient quelque part à cette journée nationale de la bioproduction et des biomédicaments dont on parlait précédemment dans la précédente séquence, vendredi prochain. STEM Innov et le CHRU, le Centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
vous allez bénéficier d'un financement de plus de 5 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projet innovation en biothérapie et bioproduction de France 2030. Vous allez en faire quoi ? Alors tout à fait. Mon associée, en fait, cofondatrice de Steminov, Danielle Bensoussan, est chef de service de l'unité de thérapie et banque de tissus au CHU de Nancy. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est on a réussi à lever toutes les verrous de la bioproduction, du sourcing, l'amplification des cellules, la cryoconservation, donc avec un médicament immédiatement disponible. Aujourd'hui, il faut qu'on passe un cran au niveau du contrôle qualité et du biomanufacturing pour passer au stade GMP, qui nous permettra d'injecter les cellules à des patients. Et donc, dans ce cadre, l'appel à projet biothérapie, bioproduction va financer la montée en scale-up de l'unité de prod pour arriver au grade GMP, mais également la validation de la plateforme thérapeutique dans un premier essai clinique de phase 1B. Donc, on va regarder le régime d'administration de la dose croissante chez des patients atteints de ces pneumonies sévères. Et donc le consortium est constitué de Steminov d'une part et du CHU de Nancy. C'est la première fois qu'il va y avoir une collaboration publique-privée sur le déploiement d'un biocandidat médicament, puisqu'en fait ces cellules seront produites chez Steminov et tout le contrôle qualité sera réalisé au CHU de Nancy, pour que dans une deuxième étape, lors de la phase 2A, du personnel de Steminov soit déployé sur la plateforme de l'unité de thérapie cellulaire à Nancy, et permettent ensuite l'injection chez des patients admis en réanimation à Nancy. Voilà, encore une nouvelle preuve, et on le raconte régulièrement tout au long de l'année dans 100% HealthTech, et notamment en général en fin d'année à l'occasion du CHU HealthTech. On voit comment tous ces acteurs, les acteurs de France Biotech, de l'innovation santé, et évidemment les grands hôpitaux régionaux, se marient, s'allient pour justement tirer vers le haut cette filière. Un dernier mot, Julie, puis on... Oui, et donc aujourd'hui, on est à la recherche de 4 millions pour pouvoir compléter le financement donné par l'État et mener à bien ce projet de déploiement de la plateforme thérapeutique. Et longue vie à Steminov. Merci beaucoup d'être venue. Julie Hutin, donc bon retour dans l'Est de la France. Parole d'entrepreneur, il y aura un autre rendez-vous un petit peu plus tard, évidemment. Autre question dans un instant, rendez-vous avec 100% HealthTech, le focus, avec cette task force consacrée à l'anatomopathologie. Je vous l'annonçais, à tout de suite. Question toute simple. Le microscope suffit-il encore à l'heure de l'IA et des outils digitaux ? C'est la raison pour laquelle France Biotech annonçait il y a un an la création d'une task force dédiée à l'anatomopathologie. Alors quel bilan aujourd'hui ? Bienvenue à Jean-François Pomerol. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. CEO de Tribune Health. Tribun Health, plutôt on va le prononcer à la française. À vos côtés, il y a le professeur Cécile Badoual. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bonsoir professeur. Chef de département de biologie et pathologie médicale à Gustave Roussy. Et puis Mathieu Boutmy est avec nous. Bonsoir Mathieu, prenez le micro, ne soyons pas timides. Bonsoir. Bonsoir, responsable des affaires publiques et relations institutionnelles de France Biotech. Un mot peut-être avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet sur ce qu'est l'anatomopathologie. Tribun Health, Jean-François, le siège est à Paris. Vous éditez des logiciels dédiés à l'imagerie médicale. Vous proposez des solutions pour la pathologie numérique et non plus seulement la pathologie analogique, les lames de verre classiques qu'on vous trouvait sur les microscopes. Oui, on en a tous fait. Et l'enjeu, c'est d'utiliser maintenant de plus en plus la data par le biais du numérique et l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'on va en reparler. Alors justement, c'est le cœur de notre métier. Pour répondre aux enjeux de la transformation numérique dont on parlait il y a quelques instants, France Biotech lançait il y a un an à peu près la création d'une task force dédiée à l'anatomopathologie. Juste, Cécile Badoual, on va rappeler ce que c'est que l'anatopatho ou l'anapath tout simplement. Là aussi, j'aime bien qu'on fasse un petit peu de pédagogie. Alors l'anapath, c'est une spécialité médicale qui n'est pas très connue.
Donc en fait, quand on est opéré, quand on a des prélèvements, que ce soit des cellules ou des petites biopsies ou encore un organe, eh bien, il va y avoir un examen dans un laboratoire, dans le laboratoire d'anatomopathologie, alors on va dire de pathologie pour que ça soit plus simple pour tout le monde, ou d'anapath. Et on va aller regarder ces cellules, on va les examiner après ce qu'on appelle une prise en charge macroscopique, c'est-à-dire qu'on va prélever les petits prélèvements et on va les mettre dans des blocs. On va les couper, on va les regarder au microscope. Alors c'est vrai qu'on utilise le microscope depuis des années pour aller faire ces diagnostics qui vont être extrêmement importants parce que ce n'est pas juste des diagnostics, ça va permettre de déterminer des biomarqueurs et on sait qu'il y a beaucoup de recherches sur les biomarqueurs et donc déterminer non seulement le fait que s'il y a bien une tumeur, s'il y a une infection, mais aussi déterminer comment on va la traiter et donner véritablement une orientation sur le traitement et le pronostic aussi de la prise en charge des patients. Donc c'est un métier central, mais on ne nous connaît pas parce qu'on est derrière nos microscopes ou nos écrans. Métier central qu'on ne connaît pas, d'où l'intérêt peut-être de se pencher un petit peu plus sur ce secteur. Et c'est pour ça que Mathieu Bottmy, il y a un an, donc France Biotech, que vous représentez, a décidé donc de lancer une task force. Pour quelles raisons et quelles étaient les motivations de cette task force ? Alors, au sein de France Biotech, des task force, on en a de nombreuses. Oui. Peut-être ce qui a caractérisé celle-ci, c'est la forte mobilisation qu'il y a eu, notamment de par la durée, que ça fait près d'un an que les travaux ont eu lieu. Forte mobilisation aussi avec le nombre de participants. On a eu plus de 100 participants, que ce soit des pathologistes libéraux, hospitaliers, des industriels bien sûr, et quelques institutionnels qui ont pu alimenter nos réflexions. Donc gros succès déjà. Hein. Gros succès dans le temps aussi. Et donc pour revenir à l'objectif, donc effectivement il y avait un enjeu à mettre de la visibilité sur cette filière, montrer que c'était qu'il y avait un enjeu d'innovation. Avec de nombreux industriels qui commercialisent des solutions qui peuvent apporter des bénéfices pour le système de santé, avec une filière importante, on l'a dit, impliquée dans le diagnostic. Et donc c'était aussi dans la continuité d'une mission ministérielle qui avait été lancée par le ministère de François Braun. Et donc l'enjeu pour France Biotech, c'était d'alimenter ces réflexions en faisant remonter le besoin des industriels, faire en sorte aussi que ces besoins puissent articuler avec les autres acteurs de la filière, les pathologistes et autres. Et donc vraiment une forte mobilisation. Forte mobilisation, l'idée aussi un écosystème exactement. Et de fédérer quelque part les acteurs du secteur, hein, favoriser l'émergence d'une filière d'excellence française. Est-ce que, Cécile, Jean-François, on est dans une période charnière aujourd'hui ? Allez-y, prenez la parole, Cécile Badoual. Alors je pense qu'il y a des chiffres qui vont vous parler et qui vont permettre de comprendre les enjeux. D'abord, on est 2,3 pathologistes pour 500 000 personnes. Donc ça veut dire une charge très très importante on est 1500 en France. Donc on a un travail fou avec un changement de paradigme complet dans la prise en charge des cancers, par exemple, où on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre de nombreuses années. Et ça, c'est la très bonne nouvelle avec le cancer. Ça veut dire, c'est pas la bonne nouvelle d'avoir un cancer, mais la bonne nouvelle d'avoir des moyens de les traiter et de pouvoir les suivre. Ça veut dire aussi des prises en charge, de suivi, d'accompagnement, de nouveaux biomarqueurs, d'aller rechercher. Et tout ça, ça demande une énergie folle et beaucoup de personnes à s'occuper de ces patients. Soigner les cancers. Allez-y, pardon. On n'est plus assez pour pouvoir répondre à la demande et pour pouvoir suivre. Donc on a des technologies qui se sont déployées, qui sont de numériser nos lames et de pouvoir les regarder et de céder de nouvelles façons de voir ces lames. C'est d'abord la digitalisation, donc ça nous permet de discuter entre nous, d'avoir de l'expertise pour justement répondre le mieux possible à la demande, et puis aussi de déployer des algorithmes qui vont nous aider à porter les diagnostics rapidement. Et là, c'est des engagements de biotech et des engagements industriels. Il y a vraiment une transformation numérique de la santé. Hein. Cécile Badoual, elle nous dit, voilà, on va davantage mieux soigner les cancers, mais j'ai envie d'ajouter aussi avec cette digitalisation peut-être mieux les prédire, mieux les détecter. Voilà, je cherchais plutôt le terme. Jean-François Pomerol. Oui, ça s'inscrit dans une tendance générale qui est, le digital, la pénurie de médecins. En cancéro, il y
aussi de plus en plus de cas. Il y a aussi une augmentation du nombre de cancers. Donc, comme dit Cécile, on guérit plus, mais il y en a de plus en plus. Et donc, il y a toute une question d'adresser, le volume, la charge de travail. Et donc, il faut changer de façon de faire, en fait. Et c'est ça qu'apporte le digital et l'intelligence artificielle. C'est des nouvelles manières de travailler qui amènent de l'efficience et qui permettent de traiter mieux des plus grands volumes, voilà, pour un seul médecin. Et puis, il y a un deuxième besoin, c'est un besoin de précision, parce que, comme on l'a dit, la médecine change, la médecine va vers de la médecine de précision, des thérapies ciblées, donc il faut trouver la meilleure thérapie pour le bon patient. Et ça, c'est l'anapathe ou le pathologiste qui est en charge de ça, capable de faire ce diagnostic et de donner autour du diagnostic de cancer beaucoup d'éléments informatifs de type prédictif, voilà. Comment ça va répondre à une thérapie, pronostic, comment la maladie va évoluer. Et passer du microscope où on est un peu avec une lame de verre, seul, à prendre sa décision, à un environnement digital où on peut communiquer, on peut travailler à distance, en réseau, et où on peut activer de l'intelligence artificielle, ça change complètement la donne et ça permet de répondre à ces enjeux. Parce que clairement, le diagnostic, c'est encore le parent pauvre de la cancérologie en France. Oui, c'est un parent indispensable. Évidemment, indispensable. Et c'était l'idée de la task force, de faire reconnaître qu'il y a une filière, il y a une compétence médicale énorme, même si c'est une petite spécialité, et indispensable. Et il y a aussi des industriels derrière, notamment des industriels français, des acteurs de l'innovation, des startups, qui sont capables de porter cette innovation et de faire en sorte qu'elle arrive dans la clinique, donc qu'elle soit au service des médecins et au service des patients. Et c'est ça l'idée. Cécile. Ouais, pour répondre à votre question sur la problématique du diagnostic, en fait, on est ce qu'on appelle le multi-omique, c'est-à-dire la façon de pouvoir compiler des informations cliniques, des informations de radiologie, des informations sur la tumeur elle-même, des informations de biologie moléculaire, de les mettre ensemble. Et ça, c'est des développements d'algorithmes extrêmement importants qui permettent finalement de donner une signature, une carte d'identité pour aller regarder ces tumeurs et de pouvoir proposer le traitement le plus adapté. Donc ça, c'est plutôt une bonne perspective et ça nous aide. Cependant, il faut être le plus juste possible et d'aller regarder. Donc les différents algorithmes qui vont être proposés et qui permettent de voir, c'est de s'amender des tâches un peu rébarbatives et du coup de nous laisser cette expertise-là et puis d'aller plus loin et de mieux comprendre ces tumeurs pour mieux les soigner. Et quid de la problématique du financement, Jean-François Pomerol, puis je poserai la question aussi à Mathieu Boutmy, voir si durant cette task force, on a parlé justement financement. Allez-y, Jean-François. Ouais, donc l'idée, c'était de faire émerger une visibilité et donner de l'image à cette filière qu'on sait importante. Il y a aussi beaucoup d'emplois derrière, médecins, personnel de santé, industriels. Donc ce travail d'un an, effectivement, a permis de donner un visage finalement à tous ces acteurs. Et il y a à l'issue de ce travail 32 actions prioritaires qui ont été mises en avant par cette task force. Entre autres, des actions autour du financement, et c'était un des objectifs d'avoir une reconnaissance des pouvoirs publics autour de l'importance de cette filière et de la nécessité de l'accompagner. Donc il y a plusieurs actions autour de cette prise en charge de la transformation et du fonctionnement derrière de ces innovations dans la clinique routine. Mathieu Boutmy, France Biotech. Et donc en termes de prochaines étapes, il y aura un enjeu à faire connaître ces recommandations, les porter auprès des pouvoirs publics pour finalement transformer l'essai et faire en sorte que les solutions qui sont commercialisées par nos entrepreneurs puissent se déployer et potentiellement démontrer leur impact clinique et ou organisationnel. Et l'idée, c'est de faire naître, faire émerger une filière d'excellence en France. Allez, ça sera le mot de la fin peut-être avec vous. Ah oui, Cécile c'est Badoual. travailler tous ensemble, l'industrie, les universités, les cliniciens, vraiment pour qu'on soit foisonnant d'idées et de perspectives pour pouvoir avancer. Eh bien, c'est génial. Voilà encore une fois un bel exemple donc à porter, à mettre en avant, à pousser, à développer. Merci à tous les trois. Merci Mathieu Boutmy, France Biotech, le professeur Cécile Badoual, donc chef de département de biologie et pathologie médicale à Gustave Roussy, et puis Jean-François Pomerol, CEO de Tribun Health. Tout de suite, c'est un nouveau rendez-vous avec Parole d'entrepreneur. Et à nouveau, Parole d'entrepreneur, on ne se lasse jamais de ce rendez-vous. Quelle force, quelle audace, ils ont tous ces entrepreneurs.
et qui sont aussi quelque part nos sauveurs hein, grâce à leurs innovations. Tenez, c'est le cas de Georges Bertlein. Bonsoir Georges. Bonsoir. Je place la barre un petit peu haut, hein, comme ça, quand je dis vous êtes notre Carrément. sauveur. Hein. Carrément. Georges Bertlein, le CEO de iLife. On va revenir d'ailleurs dans un instant sur cette récente actu qui vous voit monter en puissance aux États-Unis. C'est extraordinaire. Voilà, la France aux États-Unis qui se développe grâce à vous notamment. Alors, on va reparler quand même de votre activité iLife, hein, puisque au cœur de votre expertise, il y a l'insuffisance mitrale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pathologie qu'on appelle aussi la valvulopathie? Racontez-nous, là aussi on le fait pour les nuls. Hein. Oui, très bien. En quelques mots, le cœur, comme probablement tout le monde le sait, est une pompe. Et donc, il y a des clapets anti-retour pour qu'on pompe dans la bonne direction. L'insuffisance mitrale, c'est quand l'un de ces clapets anti-retour ne fonctionne pas bien. À ce moment-là, le sang va dans la mauvaise direction. Il y a une fuite. Il y a une fuite, ouais. Exactement. Et la fuite, non seulement c'est un problème de fuite, c'est-à-dire que temporairement ça ne marche pas, mais ça aggrave encore la situation. Et donc la fuite aggrave la fuite. Et donc il faut absolument mettre le frein à ce cercle vicieux. On peut le faire par plein de façons, mais il faut le faire parce que ça ne se résorbe pas tout seul. Les signes avant-coureurs, c'est un essoufflement, c'est une fatigue, c'est une toux, ce sont des palpitations, c'est tout ça en même temps? Voilà, exactement, ouais. C'est tout ça. C'est plus fréquemment une maladie de personnes d'un certain âge. Hein. Ça peut commencer à la quarantaine, évidemment, mais enfin, en général, c'est plutôt autour de la soixantaine ou 70 ans. Et progressivement, les gens, sans forcément paniquer ou se rendre compte de quelque chose, sont limités dans les actes de leur vie quotidienne. Et alors, jusqu'à maintenant, on se disait... Bah oui, c'est des vieux. Voilà, c'est pas grave. Ils sont moins dynamiques, ils sont moins sportifs. Et finalement, on ne faisait pas forcément toujours quelque chose. Et puis, depuis que la chirurgie cardiaque a vraiment émergé, eh bien, on a trouvé des façons de traiter ces patients. Alors justement, iLife, que propose iLife Medical, que vous avez créé il y a à peu près 15 ans. Hein, vous avez créé un dispositif transcathéter qui permet de répondre à ces besoins thérapeutiques de patients souffrant de ces insuffisances. Avec un système qui est beaucoup moins invasif que ce qu'on connaît d'habitude. Racontez-nous justement. Exactement. Voilà, il n'y a plus d'opération à cœur ouvert, clairement. Exactement. Et c'est ça le bénéfice qu'on apporte à ces patients. Aujourd'hui, ou j'ai envie de dire hier, un patient qui souffrait d'une valvulopathie, eh bien, le cardiologue le diagnostiquait et il l'envoyait chez son confrère chirurgien pour une opération à cœur ouvert. On ouvrait et terminé. Et donc, on ouvre, c'est très invasif. On ne rate pas dans les détails, il y a peut-être des âmes sensibles sur l'antenne, mais c'est quelque chose qu'on sait très bien faire et qu'on sait faire maintenant depuis quelques décennies. Hein. Donc, c'est vraiment le gold standard. Hein. C'est l'état de l'art pour traiter un patient atteint de valvulopathie. Mais il faut que le patient soit capable de résister à l'opération. Et quand il s'agit de patients fragiles, de patients âgés ou de patients qui ont d'autres maladies, ce qu'on appelle des comorbidités, eh bien, on n'a pas très envie de les opérer, parce que parfois, ça ne se passe pas très bien. Ou alors, ça se passe bien techniquement, mais après, le patient a beaucoup de mal à remonter la pente. Et donc, depuis quelques années, eh bien, il y a tout un tas d'opérations qui ont vu le jour, qui s'appellent transcathéter, c'est-à-dire on travaille à cœur battant en passant par les voies naturelles du patient. Donc on fait une petite incision, soit au bras, soit au niveau de l'aine, dans un vaisseau. Donc vraiment, avec une aiguille, on pique et puis on rentre dans le vaisseau. À partir de là, on est capable d'amener le traitement à destination à cœur battant. Formidable. Et ça s'appelle la cardiologie interventionnelle, donc ça existe depuis les années 80, et progressivement, de plus en plus de maladies ont été traitées de cette façon. On va revenir sur votre boîte, mais juste aussi, Georges, ce qu'il faut préciser, c'est que vous n'êtes pas un débutant, hein, puisque vous aviez co-créé Core Valve, une véritable success story à la française, hein, là aussi. Oui, alors c'est exact. Au début, dans la décennie 2000-2009, j'ai rejoint un chirurgien cardiaque français qui avait une idée totalement disruptive. Il voulait changer une valve cardiaque, donc il s'agissait de la valve aortique à cœur battant. Et personne ne faisait ça. Hein. Donc les gens lui disaient, mais ne faites pas ça, vous allez faire du tort aux patients. Franchement, à chaque fois qu'on s'adressait à un investisseur, il nous regardait en disant, mais c'est vraiment possible ce que vous voulez faire là ? Et donc à force d'obstination, on a réussi non seulement le développement, mais évidemment le financement de ce développement. Le produit a été mis sur le marché après quelques années. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'incertitudes, et maintenant c'est quelque chose qui s'appelle TAVI, T-A-V-I, qui veut dire remplacement de la valve aortique par voie transcathéter, et ça permet de traiter les patients en moyenne d'âge 80 ans, on arrive même à traiter des nonagénaires de cette façon, de façon assez peu invasive,
Et ce qui est étonnant avec ce genre de thérapie, c'est que le lendemain de l'opération, les patients sont debout. Tout d'un coup, ils ont tension artérielle. Ils sont debout et disent « Mais pourquoi je suis encore là ? Je voudrais quitter l'hôpital, je suis traité, maintenant tout va bien. » Et donc, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire et qui, aujourd'hui, se déroule vraiment très, très bien. Alors, on revient sur iLife aussi, puisque là, il y a aussi une magnifique actualité qui vous concerne, puisque vous avez obtenu l'autorisation de la très sévère et très rigoureuse FDA aux États-Unis, justement, pour mener une étude clinique pivot, justement, pour le traitement de l'insuffisance mitrale. Alors, qu'est-ce que ça vous ouvre, qu'est-ce que ça va vous ouvrir comme porte ? Alors ça, c'est effectivement le résultat d'un très long parcours. Effectivement, convaincre la FDA, c'est un peu le Graal de tout entrepreneur dans les sciences de la vie. La FDA, c'est quand même l'une des agences les plus les plus expertes, mais aussi les plus regardantes du monde. Arriver à la convaincre sur la base de nos essais cliniques et précliniques et de tous les tests, toutes les normes qu'on a suivies pour montrer l'innocuité du dispositif, avoir leur feu vert pour lancer une étude clinique pivot, donc sur plusieurs centaines de patients, ça c'est vraiment quelque chose qui nous rend très fiers. Et ça lance quoi, une stratégie américaine et puis au-delà, quelque part, une conquête du monde ? Oui, j'aime bien cette image, oui. La conquête du monde, c'est bien. Non, effectivement, on a évidemment notre stratégie européenne. On est en études cliniques aujourd'hui dans 8 pays, 5 en Europe, 2 en Asie-Pacifique, et puis évidemment les États-Unis, mais en faisabilité. Et maintenant, on a la possibilité de démarrer une étude pivot, donc une étude beaucoup plus grande aux États-Unis. Et donc, ça a été possible, cette capacité à convaincre la FDA a été possible parce qu'on a généré des datas en Europe. Ouais. A contrario, le fait que la FDA dise « votre dispositif est suffisamment mature pour rentrer en étude clinique chez un grand nombre de patients », permet aussi de convaincre les Européens que finalement on a fait notre devoir. On a fait ce qu'il faut en termes de tests et ça marche. Bon, ça marche et ça va peut-être séduire aussi les investisseurs puisque vous procédez à une nouvelle levée de fonds également en ce moment d'ailleurs. Exact, on est sur le point de démarrer. C'est un tour C, un tour d'investissement C. Et voilà, nous levons 39 millions d'euros pour financer la première phase commerciale en Europe, puisqu'on attend le marquage CE dans le courant de l'année prochaine. Et sur cette base-là, évidemment, on va continuer à capitaliser sur les datas qu'on a générées jusqu'à maintenant. Aux côtés donc de vos actionnaires classiques, majoritaires, que sont Sofinnova Partners, qu'on connaît bien aussi ici dans 100% Healthtech, Andera, plus USVP aux États-Unis. Exact. C'était bien de venir nous en parler. Bravo, félicitations. Voilà la conquête des États-Unis, puis peut-être du monde à venir. Georges Bertlein, le CEO de iLife. Merci à vous. Et dans quelques instants, merci bien. Ce sera le décryptage, gros partenariat dans la lutte contre la surdité. C'est tout de suite. « 2024 sera-t-elle l'année des partenariat, c'est la question qu'on se pose dans 100% Healthtech, le live de France Biotech. Nous avions déjà abordé ce mouvement, je crois que c'était dans le dernier numéro du mois d'avril. Mais la tendance, elle semble se confirmer clairement avec, tenez, par exemple, le Montpellierin Silcare qui vient de conclure un partenariat de 15 millions d'euros avec le groupe japonais Shionogi. Voici Célia Belline. Bonsoir. Et bonsoir. Célia Belline, la CEO de Silcare. On va reparler dans un instant de ce que vous faites, c'est juste extraordinaire. À ses côtés, Eric Cohen. Bonsoir Eric, prenez le micro. Bonsoir. Voilà, un habitué de 100% Healthtech également, Managing Director chez Agile Capital Markets. C'est une banque d'investissement spécialisée en santé. Conseil de Silcare d'ailleurs pour cet accord, vous n'étiez pas très loin d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, vous allez nous raconter. Et puis Sonia de Koncerowski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate associée chez DLA Piper. Vous gérez d'ailleurs une équipe dédiée aux sciences de la vie dans ce grand cabinet d'avocats d'affaires. Silcare, alors Silcare, il faut nous en parler, Célia, ça pourrait être aussi parole d'entrepreneur quelque part avec vous. Alors, vous êtes implanté à Montpellier, je le disais, Paris, Boston, voilà, des petites villes. Silcare, vous êtes un numéro 1 mondial, leader mondial spécialisé dans les troubles de l'audition, la surdité, les acouphènes, les otites, et vous planchez sur des médicaments contre la surdité, le SIL 001, le SIL 003, nouveau candidat médicament pour le traitement de la perte auditive avec un effet protecteur sur le
nerf auditif. Racontez-nous justement en quoi c'est révolutionnaire. Oui, alors sur la synapse, et c'est là où on est leader, parce que donc on a la capacité de nous travailler sur la synaptopathie cochléaire, qui est la phase précoce de la perte d'audition liée à l'âge. C'est quand vous n'entendez pas très bien dans un environnement bruyant. Ça arrive généralement à l'âge de 40 ans, et c'est aggravé par le bruit, et surtout, donc ce sur quoi nous on travaille en particulier, ce sont d'autres pathologies qui aggravent cette synaptopathie, comme le diabète de type 2 ou les maladies neurodégénératives. Donc nous, on a une petite molécule qui s'appelle le SIL 001 qu'on injecte par voie transtympanique, qui est un geste classique chez l'ORL, et qui va venir diffuser progressivement dans la cochlée et travailler sur une action neurotrophique, en fait, et faire repousser les synapses qui se sont rétractées des cellules de l'audition vers le nerf auditif. Ouais. Et vous travaillez comment, justement? On parle beaucoup de digital régulièrement dans 100% Health-Tech, on l'a vu tout à l'heure, grâce à Frédéric Girard qui nous en parlait, le président de France Biotech. En quoi le digital, quelque part, est un apport, un appui, un outil important dans ce que vous développez, vous, Silcare? Oui, donc ça, c'est une deuxième spécificité de Silcare, c'est qu'un des grands challenges pour les sociétés qui développent des médicaments dans le domaine de l'audition, c'est le diagnostic, en fait, de ces pertes auditives pour être sûr d'administrer le bon traitement au bon patient au bon moment. Donc nous, on a travaillé depuis très longtemps sur une approche qu'on appelle des signatures digitales auditives, qui consiste, en fait, à un programme de lecture centralisée des tests auditifs qui soit audiologique, ce qu'on vous fait chez l'ORL, c'est-à-dire vous appuyez sur un bouton quand vous entendez à droite à gauche. Voilà, des bips plus ou moins forts, voilà. ça. Et on combine ça, nous, avec des tests d'électrophysiologie qui sont un peu comme des EEG, mais au niveau de l'oreille. Donc on appelle ça des potentiels évoqués auditifs en français, et qui vont vous donner en fait une indication. Donc vous envoyez un signal, vous envoyez un son, vous récoltez un signal électrique sous forme de courbe, et chaque courbe, en fait, vous donne une indication sur l'état du circuit auditif, du conduit auditif vers le cerveau. Et à partir de là, vous arrivez à identifier davantage et traiter plus facilement. Exactement. Donc nous, on va chercher des signes très particuliers sur ces signatures digitales, mais surtout, on va travailler, on a des essais en cours de phase 0 chez des patients, où on vient phénotyper de manière très précise la fonction auditive de sous-populations de patients d'intérêt. Alors, Célia Belline, on va reparler justement de ce partenariat qui justifie bien cette question. Est-ce qu'on est dans l'année des partenariats en 2024? Accord de 15 millions avec le groupe pharmaceutique japonais Shionogi. C'est une entreprise pharmaceutique mondiale de premier plan, alors qui fait pêle-mêle des antibiotiques, des médicaments pour le VIH, pour la grippe, des médicaments pour les maladies infectieuses, les troubles du système nerveux central. Fierté déjà de ce partenariat? Oui, fierté du partenaire. Ça fait combien de temps que vous négociez, vous étiez avec lui justement? Qui c'est qui est venu chercher l'un, l'autre? Alors c'est eux qui cherchaient. Nous on les cherchait aussi parce que dans notre business model, on a une partie de collaborative où on travaille en fait pour des tiers sur ces désordres auditifs. Donc ils cherchaient des partenaires également sur cet aspect-là. Un an, une bonne année, oui. Et sur quoi porte le partenariat? Je vous pose la question, Célia, et puis aussi après, Cohen, puisque il était dans les coulisses, il a tout écrit, ou presque, allez-y, Célia. Oui. Déjà, les 15 millions, c'est un upfront, en fait, sur une option de licence. Donc, ils prennent l'exclusivité pour avoir la possibilité de prendre sous licence le médicament une fois qu'on l'aura amené en fin de phase 2A. Donc on reste aujourd'hui vraiment acteur du développement, leader, avec notre stratégie, etc. Et sur les termes financiers, je te laisse, vas-y. Allez-y, fais-toi plaisir. Agile Capital Markets. Oui, alors, en fait, c'est un accord assez complet qui a été noué entre Shionogi et Silcare, puisque finalement, il y a un accord de licence, une option de licence sur deux des actifs de Silcare. Il y a également un accord de collaboration qui est en train de voir le jour, et un accord, un investissement en equity futur aussi de Shionogi dans l'équation. Donc c'est un accord assez complet et qui permet en fait de comprendre que finalement Shionogi intègre la R&D et les actifs de Silcare de façon assez complète, avec un travail assez fourni par l'équipe de Silcare pour gérer cette intégration. On dit, alors vous l'homme des chiffres, toujours, je me tourne vers vous, pas Célia, parce que Célia s'occupe juste du développement des thérapies. On dit que Silcare est éligible à recevoir à terme jusqu'à 400 millions d'euros, c'est ça?
Oui, c'est les termes de l'accord, exactement, tout à fait. Voilà. Bon, ça comprend. Voilà, il y a pire, hein, n'est-ce pas, Célia? Ah oui, non, on était inespéré ou pas cette histoire? Non. Non, mais c'est la consécration. Oui, c'est la consécration, et ce que je vous disais, c'est que je trouve que ce partenaire est en fait, je crois, particulièrement adapté pour nous. C'est un partenaire qui travaille sur à la fois sur des pathologies à impact. Il a démarré par le VIH. Aujourd'hui, ils viennent d'ouvrir un gros centre CUPEX sur San Diego, donc dans les maladies infectieuses. Et la perte d'audition, il la voit comme nous, comme un facteur de prévention de différentes pathologies chroniques. Donc c'est vraiment... Surtout qu'on dit, il y a un énorme potentiel. Je regardais qu'en 2050, près d'1 milliard de personnes, 1 milliard, alors je ne sais pas combien on sera sur Terre en 2050, on va approcher les 10 milliards, 1 milliard de personnes seront atteintes de surdité. Voilà ce que dit l'OMS. C'est-à-dire un habitant sur 10 sur Terre sera atteint de cette pathologie. Surdité sévère, oui, c'est-à-dire vraiment Sur même du encore sévère, au-delà de sûr, cette pathologie. Oui, et sinon, c'est une personne sur 4. Vous êtes intervenu comment à Agile Capital Markets On a intervenu au départ de la discussion, et puis au milieu de la discussion, et puis à la fin de la discussion. Enfin, on a accompagné Silcare dans les différentes étapes de discussion, par les parties les plus techniques, bien sûr, qui comprennent les équipes de R&D, mais sur tous les autres aspects. Alors, est-ce que 2024, c'est l'année des partenariats? Sonia de Koncerovski, donc de chez DLA Pepper, quand on regarde quelques exemples d'opérations partenariales qui se tiennent vaguement depuis la fin de l'année, dont on parle régulièrement ici même, notamment avec Biotech Finance, nos amis, on voit AbbVie Medincell, Boehringer Ingelheim Oz, Nanobiotics Johnson & Johnson, Akemia Sanofi, Hawkins Sanofi, enfin là, j'ai quelques exemples, vous en avez peut-être d'autres? Non, tout à fait. En fait, je pense que la tendance va tout à fait se poursuivre. Il faut voir que déjà le contexte global de financement, c'est difficile pour des biotech de s'introduire sur le Nasdaq. Le marché en Europe est sur ce segment un petit peu compliqué. Et donc le partenariat, c'est le mode de financement non dilutif qui est privilégié. Il y a une tendance globale, un énorme appétit des groupes pharma, mais également des sociétés de dispositifs médicaux. Et dans le contexte de cet énorme appétit, les groupes de taille un peu plus moyenne investissent plus sur du early stage. Donc on voit énormément d'opérations. Eric Cohen, qu'est-ce que vous observez, vous? Oui, ce qu'on observe aussi sur le marché plus largement du M&A en healthcare, c'est que le premier trimestre de cette année a été très dynamique, comme celui de l'année dernière. Il y a eu 50 milliards de dollars de transactions qui ont été réalisées, 29 transactions à peu près comme l'année dernière. Le secteur de la biopharma est le plus dynamique. Il y a eu une dizaine de deals, 13 deals qui ont été réalisés sur le premier trimestre de l'année. Amolyt, notamment? Amolyt, exactement. 800 millions, exactement. Il y a eu, en gros, plus de la moitié des deals qui ont été faits en oncologie, ça c'est très intéressant. Il y a eu 7 deals en oncologie pour 9 milliards. Merck et AstraZeneca, l'un avec Harpoon et l'autre avec Fusion, ont réalisé les plus grosses opérations. Donc c'était un secteur très dynamique au début d'année, et ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut en tout cas prévoir, c'est qu'effectivement 2024 va être encore une année assez dense en M&A. En M&A, on parle beaucoup d'intelligence artificielle régulièrement dans cette émission 100% Health Tech, le live de France Biotech. Est-ce que justement des startups en intelligence artificielle vont être davantage sur le devant de l'actualité dans cette cible de ces partenariats? Oui, tous les secteurs, effectivement, l'intelligence artificielle fait partie des secteurs les plus dynamiques et recherchés par la pharma. Donc, il y aura de l'activité M&A, bien sûr, sur ces segments-là, bien évidemment, mais pas uniquement. On a vu aussi le rachat de Catalent par Pfizer, qui est quand même un énorme deal aussi, qui montre que même dans le service aussi, il y a beaucoup d'activités aussi en M&A. Beaucoup d'activités, beaucoup de levées de fonds aussi récentes. Pareil aussi dans l'intelligence artificielle. Bioptimus, Sofinova, 32 millions, Cure 51, Sofinova, 15 millions, Akemia, 30 millions. Enfin voilà, donc là aussi, ça s'agit du côté des levées de fonds aussi. Oui, il y a eu un ralentissement en 2022, très sérieux, en 2023 un peu. Maintenant, je pense qu'il y a une reprise assez claire. Les fonds européens sont bien financés dans la majorité, donc il y aura des opportunités de refinancement sur 2024. On l'espère bien. Question à tous les deux, Eric Cohen et Sonia de Koncerovski, donc de DLA Pepper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va bien, ça va mieux,
où il faut quand même rester prudent malgré tout. Allez-y, Sonia. Moi, je pense que ça va bien, ça va même très bien. Il y a énormément d'opportunités, il y a beaucoup de rapprochements. Et pour évoquer plus précisément les partenariats, c'est un énorme avantage pour les groupes pharma de pouvoir conclure un partenariat avec une biotech ou une medtech, de pouvoir apporter évidemment ces expertises complémentaires et de participer des efforts de développement en ayant la bonne gouvernance. Et évidemment, du côté de la medtech, c'est un intérêt majeur de pouvoir bénéficier évidemment du financement non dilutif, comme je disais en début d'émission. Eric Cohen, pas de réserve particulière? Oui, si, quand même, un petit peu de réserve. Il y a beaucoup de sociétés qui cherchent à se financer aujourd'hui. Les marchés européens sont fermés, donc il n'y a pas l'accès au marché de capitaux. Il va falloir maintenant aussi que les fonds d'investissement se refinancent. Et dans un moment de hausse des taux d'intérêt très haut, le niveau de risque est un facteur de complexité pour leur financement. L'année des partenariats, on est d'accord, Eric Cohen, 2024. Oui, tout à fait. Bon, allez, le mot de la fin, ça sera avec vous. Célia Belline, c'est quoi la prochaine étape pour Silcare? Silcare, on clôture déjà notre série A à la fin juillet, là, donc c'est une étape, c'est une course contre la montre pour arriver à nos objectifs de timing, et puis surtout de pouvoir démarrer nos essais de phase 2 l'an prochain sur les patients et sur la synaptopathie. Eh ben, félicitations en tout cas, bravo. Merci d'être venu pour ce numéro d'été. Merci à tous les trois. Célia Belline, la présidente de Silcare, Eric Cohen, Agile Capital Market, et puis Sonia de Koncerowski, donc DLA Pepper, grand cabinet d'avocats d'affaires. Dans un instant, parole d'investisseurs justement, c'est tout de suite. À la petite sœur de Parole d'entrepreneur, vous connaissez, c'est Parole d'investisseurs. Voilà, et on les salue, on les remercie évidemment encore une fois, tous ces investisseurs qui viennent accompagner ce secteur extrêmement sympathique, dynamique, agile, et on en a des exemples quasiment chaque minute dans cette émission 100% HealthTech. Rendez-vous à présent avec Sabine Dandigan. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes Managing Partner chez Geito, qui est un fonds de private equity, qui a été lancé il y a 3-4 ans 3-4 ans, c'est ça, 2020. Début 2020. Exactement. Début Voilà, 2020. le fonds qui s'est rapidement imposé, clairement. Lancement il y a 4 ans, et puis déjà un super portefeuille d'investissement, on va le voir. 534 millions d'euros sous gestion, 15 investissements portefeuille. Vous êtes basé à Paris avec une présence en Europe, aux États-Unis. Quelle est votre ligne directrice ? Oui, bien, on a évoqué la particularité du marché de l'innovation thérapeutique, puisque nous finançons les grands médicaments de demain, l'innovation des thérapeutiques, ce qui soigne, ce qui soulage de manière très significative. Il y a une caractéristique dans notre marché qui sont le bras M&A. Donc évidemment, certaines boîtes vont se financer au niveau public, en allant en bourse, mais plus précisément, les grands de l'industrie pharmaceutique sont confrontés à des pertes de brevets massives. Le premier médicament, Humira, des maladies auto-immunes, fait 18 milliards de chiffre d'affaires par an et perd son brevet. Donc vous imaginez combien AbbVie a dû anticiper ces fameux patent cliff qui font des trous d'air énormes dans leurs revenus. Bien, pour anticiper, ils doivent faire appel à leur recherche privée, à leur recherche interne, mais pas seulement. Donc ils sont à la recherche d'acquisition de start-up, on en a entendu parler, pour combler ce trou d'air énorme. Geito se positionne exactement sur cette opportunité, puisque nous avons été créés et imaginés par notre CEO et fondatrice Raphaël Torgman, bien connue, grande dirigeante de Sophie Nova, qui a attiré autour d'elle des gens comme moi, qui venons de la Big Pharma. Moi, j'ai été compagnie group chairman chez Johnson & Johnson, président Europe, et j'ai été l'acquéreur pendant des années. Nous connaissons donc quels outils utilise la grande pharma, quelle est leur façon de penser, et on essaie d'accompagner les entreprises qui entrent en clinique, nous sommes au moment de l'entrée chez le patient des tests, aux standards de qualité, à la demande de la pharma pour être acquise de préférence au bout de quelques années, dès que les preuves cliniques apparaissent. Alors ça, c'est votre ligne directrice. Alors maintenant, votre méthode, comment est-ce que vous allez justement jeter votre dévolu sur l'un, sur l'autre, votre premier investissement en France, Sparring Vision, voilà, un petit truc quand même, voilà, spécialisé dans la recherche, traitement en ophtalmologie. Comment est-ce que vous repérez les startups sur lesquelles vous allez miser ensuite ?
Très bonne et difficile question, puisque tout l'enjeu pour nous, c'est de ne pas passer trop de temps sur des entreprises que nous ne financerons pas, et en revanche de ne pas rater les belles entreprises. Alors je dirais que sur la France, on est français, on se targue de connaître extrêmement bien l'écosystème français des startups. Nous sommes aussi centrés sur l'Europe. Donc France, certainement tout le monde, Europe très très bien, et puis on est beaucoup plus opportuniste en dehors de l'Europe. Alors on a la chance au bout de 3-4 ans d'existence d'avoir déjà créé une espèce de marque, puisqu'on reçoit aujourd'hui proactivement, sans rien faire, à peu près 40 deals par mois. C'est quand même colossal. Et sur les 40, vous en gardez combien ? 1%. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une sélectivité monstrueuse. D'accord, oui. d'accord. Oui, c'est très, très dur. Vous faites un deal tous les 3 mois, si je calcule oui, ça. bon, on en a fait 15 en 3 ans. Voilà, c'est un peu avec un rythme un peu accéléré d'investissement parce qu'il y avait des belles opportunités. Mais la sélectivité est très importante. Et on est, je dirais, classiquement la qualité de la science, la qualité de l'équipe dirigeante. Mais plus que ça, nous, on s'attache à savoir si dans le développement clinique, on peut accélérer l'accès aux patients et on peut avoir des populations assez larges pour atteindre des ventes cumulées significatives pour les grands de la pharma. Donc on est très, très précautionneux et très attentif au parcours patient et à la sélection des bonnes populations cibles, des bonnes valeurs qu'on veut ajouter. Et en ça, on pense comme la pharma. Donc le patient est au centre de nos préoccupations. Alors, il y a de beaux retours pour vous, parce qu'il y a des actus là, récemment. Là, alors, je vais en citer 2. Jeto Capital, vous annoncez l'acquisition par Merck de iBio, qui est une société en portefeuille pour un montant qui peut atteindre quoi, 3 milliards, c'est ça ? 3 milliards de dollars à peu près. Voilà, si tout se passe bien. C'est ça. Société qui cible les maladies rétiniennes, notamment l'œdème. Voilà. Et puis, j'en cite un autre aussi, l'acquisition de votre société en portefeuille, iBio. Alors bon, ça se prononce iBio, ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce quasiment pareil, peu importe, par Biogen, montant jusqu'à 1,8 milliard, spécialisé dans les maladies auto-immunes sévères. Qu'est-ce que ça prouve, ces acquisitions ? Qu'est-ce que ça raconte ? On est assez fiers d'avoir pu faire ces fameuses 2 exits pour valider notre modèle de développement des compagnies qu'on a choisi d'accompagner. Ça prouve que finalement, on peut faire une sortie sans attendre 10 ou 15 ans. Des investisseurs nous disent la biotech, c'est interminable, il faut attendre des années. Combien de temps ? Donc depuis moins de 4 ans ? Beaucoup moins de 4 ans. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc ça prouve ça. Ça prouve que quand on sélectionne bien, qu'on a une équipe dirigeante qui est très bonne dans l'exécution et qu'on s'est bien accordé avec un bon syndicat pour faire les bons choix, le développement clinique dans les bonnes populations, etc., ça marche. Et ça valide notre modèle puisque c'est bien 2 grands de la pharma internationale qui ont acheté. Et puis ça valide aussi cette dynamique de l'écosystème français. Voilà. La France, qui peut devenir un leader dans la recherche, dans l'innovation. Absolument. Sparring Vision, vous l'avez cité, Sparring Vision qui est issu de la recherche du 15-20, grand mec de l'ophtalmologie en France, va faire une offre tout à fait unique pour les patients atteints de rétinite pigmentaire, cette maladie terrible où en fait, vous perdez la vision nocturne, puis la vision diurne avec un rétrécissement et vous finissez par un tout petit champ de vision. Bien, pour la première fois, c'est une maladie suite à peu près 60-65 mutations génétiques. Une offre va être faite à ces patients, quelle que soit la mutation de base. Donc c'est tout à fait différenciant, ça va apporter une valeur majeure, donc on est très très fiers. La science est de grande qualité en Europe, de grande qualité. En revanche, les financements ne sont pas toujours à la hauteur et on a des valorisations très intéressantes pour les investisseurs. Quand vous comparez une entreprise à peu près équivalente, bon, c'est pas facile aux États-Unis et en France, il y a à peu près 30% d'écart parce que le financement manque. C'est quand même extrêmement dommage. Ça va mieux ? Ça va aller mieux de plus en plus avec des fonds comme Jeto. Nous ne sommes pas seuls, heureusement. Ça va aller mieux. Très bien. Voilà, tout à l'heure, je disais à Julie Hutin et puis à Georges Bertlein, vous êtes nos sauveurs, les entrepreneurs, quelque part aussi, vous les accompagnez. On est très contents aussi d'avoir des investisseurs comme vous. Donc Sabine Dandigan, Managing Partner chez Géito. Merci beaucoup. Tiens, tout de suite, justement, gros plan sur les faits marquants de l'actualité des biotech françaises. C'est tout de suite, c'est notre rendez-vous traditionnel avec Jacques-Bernard Tast. Oui, c'est notre rendez-vous traditionnel dans 100% Health Tech, le live de France Biotech. Rendez-vous avec Biotech Finance, c'est la newsletter spécialisée dans l'information financière et économique de l'industrie biopharmaceutique en France et en Europe.
Oui, on va refaire un zoom, comme on le fait tous les mois, sur les faits marquants de l'actualité des biotech françaises. On va rentrer quelque part dans les coulisses de ce monde totalement formidable. Hein. Bonsoir Jacques-Bernard Tast. Hein. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Jacques-Bernard Tast, c'est le directeur de la publication de Biotech Finance. Alors, il y a beaucoup de choses encore, hein, voilà, depuis 2 mois. Beaucoup de tours combinés, des tours A et B. Pour des jeunes biotech, on va commencer avec ça. Alors ça, c'est un phénomène intéressant sur lequel on s'est arrêté, Fabrice. Ce sont les tours combinés A plus B. C'est quelque chose qu'on ne voit pas trop encore en Europe, qui s'est lancé aux États-Unis. Il y en a eu l'année dernière, il y en a un peu cette année. Et je me suis arrêté sur deux deals en particulier. Un de 168 millions de dollars et l'autre de 190 millions de dollars. Donc c'est des tours qui sont des tours A plus B, non plus ce qu'on a l'habitude de voir, des tours A plus des tours B. Des tours A plus B avec un investisseur qui prend le lead sur le A et tout de suite un investisseur qui prend un autre qui prend le lead sur le tour B, avec des investisseurs qui sont quand même des monstres américains. On a Ark Venture qui a levé 2 milliards de dollars de fonds, son fonds 6 il y a 1 an. Donc c'est intéressant parce que c'est une technique, on va dire, c'est de la rationalisation financière qu'ils font, mais c'est aussi un alignement des stratégies des différents investisseurs qui voient à long terme pour leur société. Donc les sociétés, c'est Santa Ana Bio, et l'autre c'est Marea Therapeutics. Voilà. L'un est dans l'immunologie, l'autre en cardio-métabolique. C'est intéressant et il faut tirer un peu le rideau et se dire comment ces jeunes sociétés, parce que l'une a 2 ans d'âge uniquement, hein, la première elle est née 3 ans en 2021, l'autre est née en 2020, donc elles sont relativement jeunes. Alors, question, est-ce qu'on est capable de faire ça en France? Et vous me dites quoi? Et je vous dis oui, forcément, parce que ces sociétés-là, elles sont structurées pour gagner. Et qu'est-ce qu'on fait en France? On est en train de structurer de plus en plus l'amont, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'on a des start-up studios qui sont en train de se renforcer. Et récemment, la grande nouvelle, c'est l'association, on va dire, AD Biopartners, qui est un des financiers de l'amorçage en France, hein, notoirement connu, et l'Inserm Transfer, qui se sont associés pour monter Hanson Bio, qui est le startup studio, le Suite Startup Studio, qui va permettre de structurer des projets pour leur donner le plus de chances d'arriver, in fine, à des financements qui pourraient être intéressant et important. Voilà, on voit un acteur de la chaîne de valorisation qui se lance, donc avec Hanson Bio, voilà, qui s'installe dans la zone de performance des startups. Hein, voilà, exactement. Alors, il y a d'autres startup studios qui existent, il ne faut pas les négliger, ils sont là, il y a ceux qui sont déjà dans le giron. C'était la dernière émission, on avait consacré une rubrique entière là-dessus sur les startup studios. Absolument, donc on peut parler d'Argobio, on peut parler d'Arm Bioscience et autres, donc c'est des gens intéressants. Voilà, donc ça, c'est les informations sur lesquelles on s'est arrêté. Et puis, je voulais faire un petit point aussi sur la capacité de résilience. Ah ben voilà, ouais, alors ça aussi, c'était un rendez-vous fort du début d'année dans 100% Health Tech. Et on en avait parlé, et c'est fait, c'est formidable. C'est le feu vert pour l'Icarvo contre les maladies du foie. Voilà, l'Elafibranor, qui est développé par GenFit, et en effet, la recovery de GenFit, la résilience de GenFit, médicament qui va être vendu par Ipsen aux États-Unis. Voilà, et ça on applaudit, formidable. C'est formidable. Hein. C'est une excellente nouvelle. Ouais. D'abord, ça prouve que rien n'est jamais perdu. Non. Rien n'est jamais perdu. On l'a vu, on le voit pour GenFit, qui n'était pas dans une santé extraordinaire il y a quelques années de ça. Une reconversion, un accord avec Ipsen, et tout d'un coup, ça redécolle, et tout d'un coup, cette autorisation de commercialisation sur les États-Unis. Alors, on peut que féliciter les équipes, on peut féliciter bien sûr GenFit, on peut féliciter aussi les équipes avec Pascal Prigent, qui est le dirigeant de cette société, et puis Ipsen, qui a quand même fait l'accord de licence et qui a obtenu cet accord de commercialisation. Donc, c'est une victoire pour nos biotech, pour l'industrie française, et c'est aussi une victoire pour les patients, parce qu'in fine, les patients vont bénéficier de cette thérapie. Voilà. Et ben voilà, c'est formidable. Merci beaucoup, en tout cas, c'est bien de nous faire, nous raconter toutes les coulisses de ces beaux deals qui contribuent quelque part, en effet, à notre santé, à toutes et à tous. Hein. C'est bien de l'avoir rappelé. Jacques-Bernard Tast, directeur de la publication de Biotech Finance. À suivre, le focus, retour sur le grand défi robotique et implant dans 100% Health Tech.
À l'excellence, les révolutions, les transformations dans le monde de la santé, on continue de les évoquer ici dans 100% Health Tech. Et il y a un an pile, ici même, nous avions évoqué le lancement d'une task force conjointe sur ce grand défi qu'incarnent les robots chirurgicaux, les implants, les prothèses, ces technologies du médical, la MedTech, qui est une filière innovante justement de la santé. Bonsoir Sophie Braque de la Perrière. On vous retrouve justement quasiment un an après. Exactement, bonsoir Fabrice. Sophie Braque de la Perrière, administratrice et coordinatrice de la commission MedTech ici même à France Biotech. Et puis vous êtes aussi la présidente de HealthShep, c'est une start-up en médecine régénérative lyonnaise, créée il y a 4 ans. Vous développez des produits pour la reconstruction mammaire. Alexandre Benoît, à nouveau le retour. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Benoît qui pilote les grands défis robots médicaux pour la chirurgie prothèse et implantable à la Direction générale des entreprises à Bercy, le ministère de l'économie et des finances. Pourquoi cette task force? On va le rappeler d'un mot, Sophie. Donc, quel constat vous aviez fait à l'époque? Alors, on a fait un constat, c'est qu'on a quand même beaucoup de chance en France. Il y a plein de belles boîtes qui émergent de l'innovation. La problématique, c'est qu'elles restent et qu'elles perdurent. C'est des questions, des grands défis comme le financement, comme l'accès au marché, l'industrialisation, comme évidemment les talents, et puis aussi tout ce qui est collaboration avec le monde académique. Ouais. Qu'est-ce que représente ce secteur de la MedTech, Alexandre Benoît, la robotique chirurgicale, les prothèses innovantes? Il y a un terreau en France, c'est un vivier extraordinaire. C'est à double titre, c'est-à-dire, mais je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est à la fois donc l'ingénierie et les innovations, la capacité d'innovation donc que l'on a en France à travers les laboratoires de recherche notamment, et également sur les sujets de robotique chirurgicale et de dispositifs médicaux implantables, c'est également le côté médical et donc l'excellence chirurgicale, c'est-à-dire qu'on a des professionnels de santé de très haut niveau et donc voilà, ce couple fait qu'on est un terreau extraordinaire en France. Ouais. Terreau extraordinaire avec de nombreux atouts justement en France qu'il faut évidemment pousser, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors les travaux menés depuis un an justement, tiens Alexandre Benoît et puis Sophie, juste après, Sophie Braque de la Perrière, quelles actions ont été proposées? Qu'est-ce qui a débouché donc de ces discussions, de ces rendez-vous depuis un an? Alors, on reparlera peut-être effectivement de cette riche collaboration et ce qu'il en est sorti aujourd'hui. Donc, ce sont 2 feuilles de route, puisqu'on a 2 grands défis France 2030, robotique chirurgicale et dispositifs médicaux implantables, avec un certain nombre, donc ces feuilles de route, c'est un certain nombre d'actions qui sont proposées, des actions qui visent des résultats à court, moyen terme, c'est-à-dire à 5 ans, donc vraiment visibles, et qui vont être à la fois du financement, des leviers financiers, financer l'innovation, financer l'industrialisation, financer des sujets autour, notamment pour les dispositifs médicaux, des problèmes, ou des sujets environnementaux, la stérilisation par exemple, donc financement de l'innovation, mais également des concertations autour des sujets de freins technologiques et donc de la nécessité de se concerter entre institutionnels et porteurs de projets. Et ça va être également de faire des couplages, de donner plus de visibilité, de faciliter la synergie entre les acteurs à travers des plateformes collaboratives ou des tiers-lieux d'expérimentation. Sophie Braque de la Perrière, cette task force, elle a généré de très nombreuses discussions avec de très nombreux acteurs. Moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est vraiment le caractère inédit de cette task force. Oui. Qui est déjà inédit parce que la rapidité d'exécution, on a été très rapide pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Surtout par rapport à l'ampleur que ça a pu avoir. On a mobilisé des acteurs du monde académique, des professionnels de la santé, des SAT, des pôles de compétitivité, des CEO, plein de start-up. Et on a eu des discussions très riches, tous ensemble. Et du coup, on avait des points de vue très complémentaires pour pouvoir justement réfléchir et co-construire. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Quelles sont les propositions de France Biotech, justement, Sophie Braque de la Perrière? Alors, je dirais les propositions de tout le groupe de travail, parce qu'on était quand même toujours très nombreux. On a eu beaucoup de différentes thématiques, 4 thématiques pour les robots et pour les dispositifs médicaux. Et du coup, on a pu identifier tous ensemble les leviers, les freins et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Alors, ça va par le financement, mais ça va aussi par plus de collaboration, plus de plateformes pour pouvoir échanger. C'est quoi le problème? En effet, il y a un problème de financement, il y a un passage à l'industrialisation, Alexandre?
les problèmes, ou en tout cas les enjeux, c'est-à-dire que, et c'est ce qui est revenu aussi effectivement dans la méthodologie, si je reprends, on a déjà des verrous technologiques purs, classiques, donc ça c'est les réponses, c'est du financement. Mais c'est après comment faire émerger l'innovation. On voit qu'il y a des sujets autour de l'accès au marché, du déploiement aussi de cette innovation au sein des établissements de santé par exemple. Donc il y a des enjeux réglementaires, des enjeux financiers, des enjeux une plus grande collaboration. Donc c'est ce qu'on a essayé de voir en fait à travers donc cette task force, d'identifier les différents verrous, donc verrous certes financiers mais pas que, et donc d'avoir des recommandations proches du terrain. Avec un dernier, et on en parlait tout à l'heure, un niveau aussi qui était intéressant, c'est il y a déjà des tas de choses qui sont proposées. Et donc l'idée n'est pas de rajouter une couche supplémentaire, mais de s'inscrire dans des dynamiques déjà existantes. Et voilà, de maximiser l'impact. Vous avez bien travaillé tous les deux font la paire, France Biotech, Bercy. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le dialogue, c'est l'écoute respective, et on a senti qu'on pouvait vraiment contribuer à tout ça, et c'était un très beau travail. C'est quoi la prochaine étape donc maintenant, on est à 1 an du lancement de cette task force. Le mot de la fin avec vous, Sophie, puis Alexandre. Maintenant, c'est de pouvoir attendre de voir comment ça va être mis en œuvre, parce que maintenant, c'est la mise en œuvre qui va compter, et donc de pouvoir délivrer tout ça. Exactement. Maintenant, c'est la mise en œuvre, c'est le lancement des différentes actions qui ont été identifiées, et d'en mesurer les résultats dans quelques mois, quelques années. Merci à tous les deux. Merci Alexandre Benoît donc, merci beaucoup. De Bercy, du ministère de l'économie et des finances, et puis Sophie Braque de la Perrière, donc France Biotech. Tout de suite, Parole d'expert, notre dernier rendez-vous. Ouais, c'est le dernier rendez-vous de ce 100% Health Tech, le numéro d'été, le live de France Biotech. Nouveau rendez-vous avec, vous connaissiez Parole d'entrepreneur, Parole d'investisseur, voici Parole d'expert, parce que la filière, elle a soif de mener toutes ces transformations, évidemment, et elle doit pouvoir se reposer sur les meilleurs experts. Bonsoir, Rija Goldscheider. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes cofondateur de We Don't Need Roads. Indeed. We Don't Need Roads, c'est un cabinet de conseil tourné vers la transformation durable des entreprises. On est entouré de vert ce soir, c'est la coulée verte, l'ancienne voie de chemin de fer. Ça tombe très très bien. Qu'est-ce que c'est We Don't Need Roads? C'est un bel écran effectivement pour parler de ça. Donc on a un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle 100% dédié à la transition environnementale des entreprises. Ça fait 4 ans qu'on existe, on accompagne plus de 90 groupes dans le monde, des acteurs comme Nestlé Health Science, comme H&H, Decathlon, Rimowa, voilà, pour en citer quelques-uns. Et vraiment, on est dans cette notion d'accompagner aussi bien dans la réduction des impacts du modèle actuel des entreprises, l'adaptation de ce modèle et aussi sa réinvention au travers de repenser son business model, des innovations durables, des logiques autour de la circularité, etc., etc. 500 experts, donc vous êtes présents dans une trentaine de pays, vous le disiez, avec de très très gros clients. Alors, comment est-ce que vous allez travailler avec France Biotech, qui ce printemps lançait donc une task force RSE et donc environnementale spécialement? Tout à fait. Donc cette task force, l'idée c'est vraiment d'aller accompagner autour de la réflexion autour de la transition environnementale de tous les acteurs de France Biotech. Je pense que ce qui est important de comprendre déjà dans cette logique de task force, c'est la volonté d'accélérer la compréhension. Alors pas la compréhension de l'enjeu, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un enjeu, mais plus la compréhension de sa place en tant qu'entreprise dans cet enjeu. Notamment toutes les mouvances qu'on voit aujourd'hui autour du réglementaire, des choses comme la CSRD, je ne vais pas utiliser des gros mots ce soir, mais quand même, voilà, sa volonté de base, c'est d'encourager les entreprises à accélérer dans leur compréhension de leurs impacts et des impacts en retour. Et quand je dis impact, l'impact évident qui nous vient à l'esprit, c'est le carbone, l'impact carbone, comment on réduit son empreinte carbone. Sur la partie carbone, l'élément qui est un peu nouveau, entre guillemets, qu'il faut prendre en compte, c'est le scope 3. Donc au-delà de son émission en tant qu'entreprise, aussi aller remonter aux fournisseurs et descendre aux consommateurs. Et aussi quand on parle d'impact, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi impact biodiversité, impact eau. Et cette volonté de vraiment comprendre où sont nos impacts, les maîtriser, c'est hyper important. C'est par là que je dirais qu'il faut commencer et c'est par là qu'on commencera avec la task force. Vous avez raison, Rija, il y a de la compréhension. Bien sûr, il y a des réglementations qui viennent de l'Europe, la CSRD, mais tout ça est vecteur d'opportunité, il faut le rappeler pour les entreprises. Exactement, et je vais continuer dans l'exemple de la CSRD, mais en fait c'est au global, cette compréhension, elle permet une priorisation
et derrière savoir vraiment sur quoi on doit agir. Je vais insister sur un deuxième élément. Quand je parle d'agir, on est dans un chemin de progression. Donc c'est pas l'idée de se dire on doit trouver quelque chose qui fera tout de suite bouger beaucoup l'aiguille, sinon en fait on attend de pouvoir bouger le réglementaire, qui est un cadre un peu compliqué et c'est normal, contraignant dans ce secteur, c'est très logique. Mais dire comment on arrive à mettre en place des éléments qui vont faire bouger progressivement l'aiguille, 5%, 10% de réduction, etc. Alors justement, Rija Goldscheider, puisque voilà, vous êtes expert, vous êtes à la tête de We Don't Need Roads, quand on parle de transformation environnementale dans cette filière de la health tech, ça comprend quoi justement? Donnez-nous quelques exemples et quelles pistes vous pourriez apporter. En fait, je parlais de notion d'éviter l'envie de perfection. Ça peut aller aussi bien sur l'empreinte carbone, de réfléchir plutôt à des questions logistiques. Ok, donc en fait, au lieu de livrer nos produits sous 24 heures, à partir de 7 heures de la journée, ça va peut-être décaler l'heure. Du coup, on n'est pas obligé de l'envoyer en avion ou très rapidement pour un impact. Ça a l'air bête ce que je dis, mais ça peut faire bouger l'aiguille de 10 à 20% sur l'empreinte carbone. Après, on peut se dire, on va se poser des questions autour du réemploi du médicament ou de l'emballage près du consommateur pour que du coup, il y a une empreinte aussi réduite. Et puis derrière, se poser des questions aussi, on évoquait tout à l'heure des notions d'ingrédients près du vivant. Donc, est-ce que l'ingrédient peut changer? Des réflexions autour de l'algue, par exemple, peut avoir un impact sur aussi bien l'empreinte du médicament que aussi des coproduits ou même de sa production qui peut faire de la captation carbone, par exemple. Ouais. Et alors, quelle sera votre méthode de travail justement pour convaincre les adhérents de France Biotech quelque part sur tous ces enjeux liés à la transition écologique? Ce qui est important, c'est, je reviens à cette notion de prise de conscience, non pas de l'enjeu, mais prise de conscience accompagnée de là où on en est, pour vraiment avoir cette notion de priorisation. Parce qu'une fois qu'on voit les priorités et qu'on comprend qu'on peut agir dessus, parce que l'objet dit on ne peut pas agir, c'est trop gros, on est des gros acteurs avec beaucoup de blocages. Quand on fait cette priorisation, on peut comprendre où est-ce qu'on peut appuyer pour commencer à voir bouger l'aiguille et réduire ses impacts. Donc c'est par là qu'on commencera cette compréhension de soi dans l'environnement et dans l'écosystème. Parfois, ça peut être un peu difficile, mais il faut le faire. Il y a beaucoup d'explications. C'est ce que demande le réglementaire aujourd'hui, savoir où on en est et les impacts dans les deux sens pour pouvoir savoir sur quoi on doit agir et faire bouger l'aiguille. Bravo, merci en tout cas. Merci à vous. Rija Goldscheider, cofondateur de We Don't Need Roads. Voilà. C'est le mot de la fin donc, pour ce numéro d'été de 100% Health, le live de France Biotech. Il y aura évidemment donc, après l'été de nouveaux rendez-vous. Donc voilà, c'est un rendez-vous qu'on vous propose à peu près tous les 2 mois avec de très très belles entreprises, des investisseurs. Puis je voulais remercier spécialement tous ceux qui préparent cette émission, bien entendu, autour du directeur général de France Biotech, Olivier Chabanon. Il y a également Violaine Gauthier en charge des événements, de la communication. Et puis Pauline Mollet, donc, qui l'accompagne. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon été 100% Health Tech, le live de France Biotech que vous pourrez revoir évidemment sur tous les réseaux. À très bientôt. Rendez-vous septembre, octobre. On va voir. On va réfléchir à la date. À bientôt. Au revoir. 3, 2, 1.